Un peuple, un but, une foi, la devise du Sénégal serait-elle juste des mots ou bien des mots imbibés de sens? Quelle est l'obligation morale qui doit accompagner cette devise? Pour en parler, Café Ramadan reçoit pour ce présent numéro Aziz Fall, auteur de Les promesses d'une devise. Bonjour, M. Fall. Bonjour, Sambardo. Comment se passe votre mois de Ramadan? Écoutez, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je suis un Fallen. Ça dit beaucoup de choses, en tout cas dans l'entendement collectif du Sénégal. Donc nous, on préfère la Korité et tout ce qui vient après. D'accord. Alors, à l'heure de la coupure du jeûne, vous préférez quoi? Le café, le thé, une table bien décorée ou faire le minimum? Écoutez, avec l'âge, quand même, on essaie d'avoir un meilleur contrôle de ses envies et de ses désirs. Mais le réflexe reste toujours le même. J'aime bien des choses intéressantes, appétissantes et surtout qui donnent l'envie. Rien qu'à la vue. Ouais. D'accord. Alors, les promesses d'une devise, c'est ce qu'on va parler. Alors, qu'est-ce qui a fait le déclic? D'abord, une première question pour écrire ce livre. Écoutez, je pense que le déclic en tant que tel doit avoir eu lieu. En 2017, c'était vers le mois de mai 2017, j'ai regardé un petit peu l'actualité. Il y a beaucoup de choses qui se passaient, aussi bien sur le plan politique que sur le plan social, qui m'interpellaient en ce sens qu'il y avait des questions liées à la citoyenneté qui étaient posées. Les responsabilités individuelles, mais également les responsabilités collectives. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il serait intéressant d'orienter la discussion vers quelque chose qui pourrait rassembler l'ensemble des Sénégalais, quels que soient par ailleurs les différences circonstancielles, qui peuvent être d'ordre socio-professionnel, d'ordre géographique, d'ordre confessionnel. Et cette chose qui pourrait nous rassembler, c'était la devise nationale. Et je me suis dit, peut-être que si je me concentre là-dessus, je pourrais trouver un moyen d'interpeller les Sénégalais sur la nécessité de revoir un petit peu le projet national ou sociétal qui doit être le nôtre et quels devraient être ses contours. Voilà un petit peu le contexte dans lequel j'étais pour écrire ces quelques mots-là que je voulais partager avec mes compatriotes. Alors, dans ce livre, il y a un moment où vous demandez la permission de prendre la parole. Alors, quelle est l'importance de l'oralité dans une société? Mais elle est fondamentale parce qu'elle nous détermine. Car si l'autre disait que la culture, c'est ce qui reste quand on aura tout perdu, nous, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains, on ne peut pas perdre cette oralité-là. Car ça s'est manifesté dès la naissance et même avant, avec nos pères, avec nos mères, avec l'environnement immédiat du point de vue familial. Donc on parle, il y avait une façon de parler. Nous raconter des histoires. Il se trouve, peut-être que je ne suis pas une exception, que j'ai été élevé par ma grand-mère. Et tout le monde sait que les grand-mères, elles ont ceci de spécial qu'elles nous parlent, mais elles nous parlent en y mettant, si vous voulez, toutes les caractéristiques fondamentales de notre héritage. Elles nous enseignaient la vie, elles nous éduquaient, elles nous préparaient à l'avenir, mais à travers la parole. Et c'est justement pour cette raison-là que je me suis dit, si je dois m'adresser aux Sénégalais, même si je prends le prétexte scriptural, ce sera aussi selon les canons de l'oralité. Et ceci demande à ce qu'on d'abord ait la permission de parler. C'est pour ça que j'ai commencé d'abord et avant tout pour demander la permission à mes aînés, à mes parents, à ceux qui sont mes devanciers. Alors c'est un livre destiné à qui finalement? À tous Sénégalais. À tous Sénégalais. Et c'est important d'ailleurs d'insister là-dessus, même si j'utilise le médium français. J'utilise la langue française qui n'est pas la mienne pour l'écrire, ça se comprend. C'est les moyens dont on dispose à l'heure actuelle. Mais ce qui est dit, en tout cas ce qui a été l'intention dans l'énoncé, c'est de faire comprendre que chaque Sénégalais, peu importe sa station, chaque Sénégalaise, peu importe sa location, peu importe ses qualités intrinsèques, peu importe son orientation de ceci ou de cela, a un rôle à jouer, mais dans le devenir de cette communauté, de cette société. Qu'on soit vendeuse de tchaf, qu'on soit nettoyeuse, qu'on soit gardien, qu'on soit balayeur, qu'on soit intellectuel, qu'on soit médecin, peu importe. Ce qui nous rassemble ici,
C'est ce qui fait de nous des Sénégalais et des Sénégalaises. À partir de ce moment-là, le principe de la discrimination n'a pas sa raison d'être. Alors, un peuple, un but, une foi, la devise du Sénégal, avez-vous l'impression, le sentiment que cette devise se matérialise dans la vie de tous les jours, dans le vécu des Sénégalais? En tout cas, des efforts supplémentaires devraient être faits pour qu'on soit au moins à la hauteur, ou en tout cas qu'on s'approche de son esprit. Parce qu'un peuple, ça veut dire quoi? Un peuple, ce n'est pas un rassemblement hétéroclite d'individus qui viennent de toutes parts, non. Un peuple, c'est qu'il y a un certain déterminant, un fil conducteur qui fait que vous avez des raisons objectives, parfois subjectives. Il y a un lien immatériel qui fait que vous êtes quelque part liés. C'est l'histoire, c'est la culture, c'est la géographie. Et il se trouve que par les concours circonstanciels, le Sénégal dispose d'un peuple extraordinaire. Que nous avons pu, à travers le temps et à travers l'espace, mais atténuer les aspérités qui caractérisent chaque fois qu'il y a une communauté humaine, surtout si elle est une communauté diverse, des aspérités qui peuvent émerger. Et nous avons pu quand même, par des mécanismes que nous avons développés, des mécanismes socioculturels, développer des moyens qui nous permettent justement de pouvoir surmonter d'éventuels obstacles liés à l'interaction entre des gens de référents peut-être parfois divers. Donc ce peuple sénégalais-là, il faut qu'on le consolide. Être un peuple sans destination, sans destin articulé, sans destin voulu, sans destin qui est délibérément formulé. Et c'est ces devises-là qui nous interpellent sur cela. Car si on a un but, c'est-à-dire qu'il y a un objectif qui doit être défini, un objectif qui à la fois est représentatif de tout ce qui est important pour nous, mais qui s'inscrit également dans une logique prométhéenne d'individus qui aspirent toujours à aller de l'avant. Et cette foi que nous devons avoir dans nos capacités de pouvoir justement actualiser ce but-là, elle n'est pas quelque chose qui arrive ex nihilo. On a un certain nombre de références, un certain nombre d'exemples dans notre histoire, à travers les faits, à travers les gestes, à travers les paroles de personnalités diverses, de tous les secteurs, dans le domaine spirituel, dans le domaine intellectuel, dans le domaine religieux, dans le domaine social, qui peuvent nous indiquer que oui, si ces individus-là sont nos références, nous avons tous les moyens de croire que nous pouvons atteindre n'importe quel but que nous nous aurons fixé en tant que peuple. Le Sénégal est une société, je vais dire, homogène. C'est un livre également qui est sorti dans un contexte d'élection. Le Sénégal a voté. On a quand même réélu un président pour un second mandat. Avez-vous le sentiment que le Sénégal, ou bien le Sénégalais quand même, a atteint ce degré de maturité quand même qui l'a conduit dans des élections libres, transparentes et surtout apaisées? Écoutez, moi j'ai commencé depuis l'année 2000 à rendre un hommage vibrant au peuple sénégalais de par sa maturité et son caractère, sa dignité civique. Et si aujourd'hui on pointe, enfin on pointe pas du doigt, mais on singularise le Sénégal comme un pays où on a relativement réussi jusqu'à présent le pari démocratique, moi je dis que c'est lié essentiellement, si vous voulez, au caractère fondamental de l'être sénégalais, plus que d'une quelconque maturité politique au sens classique du terme. Vous aurez bien l'occasion de rencontrer des gens qui n'ont aucune compréhension de la chose politique en tant que telle, qui peuvent ignorer, sans pour autant être ridicules, la Constitution et ses tenants et ses aboutissants. Et pourtant, ce sont ces individus-là qui font que le Sénégal réussisse jusqu'à présent son pari politique. Son pari politique, c'est-à-dire quoi? Faire des élections, permettre aux uns et aux autres d'exprimer leur volonté ou bien leur ambition pour ce pays et donner justement à ce peuple l'occasion de trancher. Et ce peuple a tranché non pas sur la base sophistiquée de la connaissance politique, mais parce que son caractère l'appelle toujours à choisir le chemin de la décence. Quand le peuple sait que cette voie-ci risque de nous mener vers un chaos destructeur, le peuple est suffisamment mûr et suffisamment décent pour éviter d'aller dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est important qu'on en soit conscient et que les politiques ne doivent pas croire que c'est eux qui ont fait le Sénégal. Ce n'est pas eux qui ont fait le Sénégal, mais ils ont aussi tous les moyens de défaire le Sénégal. C'est pour ça que la responsabilité est grande à leur niveau. Vous m'avez dit que la démocratie est bien réelle au niveau du Sénégal. La démocratie, en tout cas l'esprit démocratique, serait facilement intégré par le Sénégalais comme je le connais. Donc on est réceptif à tout ce qui est démocratique. D'accord. Alors, quelle est votre vision du Sénégal dans les années à venir? On va dire dans les
5 prochaines années pour un peu cadrer avec le mandat du président Macky Sall? Écoutez, il y a quelqu'un qui disait que quiconque vous offre ou vous propose une version du futur est en train d'exagérer son mandat existentiel. Et je ne veux pas prendre le risque justement d'exagérer ce mandat-là. Je ne sais pas de quoi ça va tenir ces années à venir. En revanche, tous les faits, toutes les actions, toutes les attitudes que nous manifestons aujourd'hui vont jeter les bases et vont mettre sur place les germes de ce que notre lendemain sera. Et à l'heure actuelle, même s'il n'y a pas encore péril en la demeure, il y a suffisamment de raisons de s'alarmer qu'il n'y a rien qui soit définitivement établi, il n'y a rien qui soit définitivement acquis. Et que les politiques, aussi bien que les citoyens ordinaires comme vous et moi, ont cette responsabilité de toujours se rappeler cet état de fait. C'est-à-dire que le Sénégal est stable aujourd'hui, il n'y a pas de garantie que ce soit le cas demain. Pour que ce soit le cas demain, il faut qu'on prenne des décisions aujourd'hui qui tendent à consolider cette stabilité, à la raffermir, à l'élargir. Est-ce que c'est le cas? Des efforts doivent être faits à ce niveau. Alors, le gouvernement de Macky Sall parle de fast track, on parle un peu de lutter contre les lenteurs administratives. Alors, est-ce que c'est une démarche qui vous parle? Absolument. Moi, je pense qu'il y a tellement de choses à faire en termes d'efficacité, mais en termes de performance au niveau de nos différentes structures, surtout publiques, que je comprends très bien à la fois la nécessité et le bien fondé du fast track. Car tout ce que nous avons réussi aujourd'hui jusqu'à présent, je suis absolument sûr que nous avons les moyens stratégiques, les moyens humains, les moyens techniques pour aller encore plus loin, plus vite et plus efficacement. Seulement, ce sont des vieilles habitudes qu'il faudra maintenant élaguer. Il faut, comme disait l'autre, ma mère, un ancien ministre français, il faudra dégraisser le mammouth. Et je crois que si le président s'est rendu compte de cette urgence, c'est qu'il est au premier chef, le premier concerné, le premier capable de pouvoir voir à la fois les conséquences des lenteurs et comment est-ce qu'on pourrait justement trouver un remède définitif à ces lenteurs-là. Je crois que le Sénégal a une obligation morale, compte tenu de tous les défis auxquels nous faisons face, de trouver le moyen le plus rapide sans pour autant remettre en cause la qualité dans l'exécution. Alors vous êtes jeune, vous avez de la voix, vous donnez de la voix également. Le gouvernement de Macky Sall, quand même, on l'a vu, comprendre le masque des jeunes, Macky Sall qui fait confiance à la jeunesse. À un moment donné, dans votre livre, on parle un peu de l'alternance générationnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'heure, ou bien l'ère, on va dire, de donner plus de place à la jeunesse pour quand même bâtir ou en tout cas faire un bond en avant pour le Sénégal et son développement? J'espère bien, parce que, écoutez, le Sénégal, ce n'est pas une exception, en tout cas dans un contexte africain, est un pays essentiellement jeune. La portion des jeunes au niveau de la population est extraordinaire. Alors, il faut impérativement que ces jeunes-là puissent être impliqués à la fois dans la conception du présent, mais surtout dans la conception de l'avenir. Et il faut les mettre en position de responsabilité, tant plus que c'est des jeunes qui prennent de plus en plus conscience des enjeux de l'heure et qu'ils savent que le monde de demain, c'est leur monde et qu'ils ne peuvent plus se permettre de laisser aux adultes le soin de définir les contours de ce que leur monde sera demain. Je pense que le président de la République l'a bien compris, et ça se voit d'ailleurs au niveau de son attelage actuel. Il y a l'insertion de plus en plus de jeunes en position de responsabilité. Je ne peux que le féliciter à ce niveau-là, si on peut se permettre de féliciter un président de la République sans prétention aucune. En revanche, je crois que les jeunes aussi ils doivent avoir ce réflexe de prendre des risques, de savoir que c'est à ce moment-là, la jeunesse, qu'on peut se permettre de faire des erreurs. Ce faisant, on se bonifie, on se fortifie, on développe un capital expertise qui, demain, sera de bon augure lorsqu'on sera en position de responsabilité. Le Sénégal a un avenir radieux pour plusieurs raisons. C'est un pays stable, c'est un pays pacifique, c'est un pays démocratique, c'est la porte d'entrée de l'Afrique noire, c'est un pays qui est à la croisée des chemins. Et c'est un pays qui dispose de ressources extraordinaires. Je ne parlerai pas du pétrole, non plus du gaz. Je parlerai peut-être un petit peu du soleil. Tu comprendras pourquoi, en tant qu'acteur au niveau du secteur des énergies renouvelables. Mais la plus grande ressource de ce pays, tu l'as évoqué tout à l'heure, ce sont ces jeunes. Ce sont ces hommes, ce sont ces femmes, mais ce sont surtout nos grands-mères et nos grands-pères. Et je crois que si on les valorise comme il le faut et qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer conformément
mais à notre aspiration de grandeur. Je crois que le Sénégal trouvera son piédestal qu'il mérite. On va parler un peu de votre domaine de prédilection. Vous êtes à la tête de l'ANER. Alors, comment se porte cette boîte? Écoutez, je ne suis pas à la tête de l'ANER, il faut qu'on soit absolument clair. Je suis le directeur de la promotion et de la coopération au niveau de cette agence. C'est une agence qui a un rôle important à jouer, notamment dans la recherche de solutions durables du point de vue énergétique pour garantir un meilleur accès des services énergétiques modernes aux populations, surtout aux populations rurales et reculées, en se basant sur des ressources qu'on appelle des ressources renouvelables, notamment le soleil, le vent, etc. Et je dois dire que depuis sa création, le 17 mai 2013, par décret présidentiel, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits et des résultats ont suivi naturellement. Notamment la part des énergies renouvelables au niveau du mix énergétique du Sénégal a connu un bond extraordinaire. Ce n'est pas le fait de l'ANER exclusivement, mais c'est l'ambiance dans laquelle nous évoluons. Donc il y a plusieurs centrales qui ont été inaugurées. Il y a beaucoup de projets que nous avons finalisés, notamment dans le monde rural, en accompagnant les femmes qui travaillent dans le domaine de la transformation des produits halieutiques. Nous accompagnons également les fermiers, les agriculteurs, notamment au niveau de la zone des Niayes, en intégrant dans le circuit des applications d'énergie renouvelable pour prendre en charge les besoins énergétiques. On entretient aussi des relations d'accompagnement avec le monde académique, notamment les universités et les écoles de formation, car les énergies renouvelables, c'est un secteur qui nécessite de l'expertise et de la connaissance. Et pour cela, il va falloir qu'on prépare nos ressources humaines pour qu'elles soient à la hauteur des enjeux et des défis liés à ce secteur qui est un secteur extrêmement important. Il y a un travail qui doit être fait davantage, mais je crois que l'ANER est bien positionnée et le gouvernement la soutient comme il faut. Et les Sénégalais, en tout cas ceux avec lesquels nous avons travaillé, sont en train de voir les vertus avantageuses et multiples de ces énergies renouvelables. Et quand vous parlez de préparer les ressources humaines, vous pensez à la formation par exemple? Tout à fait. La formation, elle est importante. Elle est très très importante et l'ANER a participé à la formation de plusieurs dizaines de techniciens, notamment ceux qui doivent prendre en charge le suivi et la maintenance, si vous voulez, des lampadaires solaires qu'on installe dans certaines collectivités locales pour prendre en charge l'éclairage du soir, mais également faire en sorte que les installations-là aient la durée de vie qu'il faut pour que les individus qui en sont les bénéficiaires, les premiers, aient une certaine confiance et adhèrent à ce projet, sans laquelle adhésion, on ne pourra jamais réussir le pari de cette transformation énergétique à laquelle nous aspirons. Quel est votre rêve du Sénégal dans un contexte où on parle beaucoup de pétrole et de gaz? Moi, je dois dire que le Sénégal doit savoir qu'il a été grand avant la découverte du pétrole et du gaz. Seulement, essayer de voir dans le gaz et le pétrole une opportunité de démultiplier nos chances d'être maîtres de notre destin. Fondamentalement, c'est comme ça que je le vois. Ce n'est pas une fin en soi. C'est des produits qui sont des produits finis, contrairement à ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Ces énergies fossiles ont une durée de vie et que le Sénégal est appelé à être éternel. D'ailleurs, je l'ai dit dans mon livre, il y a un Sénégal éternel. Et le Sénégal éternel ne peut pas se baser sur le pétrole et le gaz pour construire son avenir, mais peut utiliser cette circonstance-là pour démultiplier ses capacités d'être maître de son destin. Et je pense que le président de la République l'a compris et ça se traduit justement dans les choix qui ont été faits jusqu'à présent. D'accord. Alors, est-ce qu'un autre livre est en vue? Est-ce que vous préparez quand même quelque chose pour reparler d'autres choses également dans cette démarche du Sénégal? Mais je reviendrai avec les mêmes propos que je vous ai tenus tout à l'heure. Je ne suis pas quelqu'un qui prendrait le risque de vous proposer une version du futur. Donc je m'en tiendrai à cela et surtout que j'ajouterai, je ne suis pas un écrivain et j'insisterai tout le temps là-dessus. En revanche, mes enfants sont beaucoup plus En tout cas, c'est très bien écrit. à écrire. Ah, merci. Et sinon, il y a également un mot pour votre ami Ted également que j'ai plaisir également. Ah oui, Ted, hein? Oui. Vous avez connu Ted? Non, ok. Non, Ted, c'est un ami, c'est un individu merveilleux. Et jusqu'au moment où je devais écrire ce livre, d'ailleurs, je n'ai jamais imaginé Ted comme étant quelqu'un de différent, malgré sa confession chrétienne qui n'est pas la mienne.
Mais c'était juste un rappel pour vous dire que souvent, ce qui est plus beau, ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est tellement proche de nous que nous n'en tenons pas compte. Mais il faudra changer cette dynamique-là et être beaucoup plus conscient de ce que l'on a et comment c'est extraordinaire. Et avec ce constat-là revient également une certaine responsabilité. Comment faire en sorte qu'on préserve cela, qu'on le raffermisse et qu'on le consolide. La politique, ça vous tente un jour? Moi, je ne suis pas politique. Je n'en ai ni les moyens, ni le talent, ni la patience. Donc, c'est mal barré pour moi. Et comment vous voyez un peu la manière de faire les politiciens? Écoutez, je l'ai décrit dans le livre, quoi. Je pense que c'est déjà ça. Je ne reprendrai pas ces propos-là. C'est déjà évacué dans le livre. Mais je ne suis pas un politicien, je n'en ai ni les moyens, ni le talent, ni la patience. Jamais. L'envie, non. Mais en revanche, il faut comprendre une chose. J'ai toujours été impliqué et intéressé par les choses de ma communauté. Où que j'ai été d'ailleurs. Ça a été le cas quand j'étais tout jeune à Saint-Louis. Je me souviens, à l'âge de 14 ans déjà, j'étais membre, excusez-moi, je fais une petite... comment on appelle ça, disclosure. J'étais membre du MDJ, Mouvement démocratique de la jeunesse, qui était un pendant de la LDMPT. À l'époque, j'avais 14 ans. Il m'a fallu 6 mois pour comprendre que je n'étais pas fait pour ce monde. En revanche, j'ai été très actif dans des activités associatives, notamment, on avait une association qui s'appelait Association Saint-Louisienne des Amis de la Nature. À l'époque déjà, on pensait faire du reboisement pour prévenir un petit peu l'avancée du désert, car nous étions aux confins, alors et du désert à Saint-Louis. Ça a été le cas également quand j'étais en France, car comme étudiant en France, je crois que je suis le premier secrétaire général d'une association qui avait pour but de raviver la mémoire de Tcharolis. On l'avait organisé, on l'avait fait en 1998, d'ailleurs après une rencontre avec Ousmane Sembène, c'était à Paris. Et quand j'étais au Danemark, le dernier pays dans lequel j'ai séjourné, j'étais le chairman, le président d'une association qui s'appelait une organisation non gouvernementale qui s'appelait Citizen 21. L'objectif, c'est de réfléchir un petit peu sur le contenu à donner à la citoyenneté au XXIe siècle et comment est-ce qu'on devrait se préparer pour être à la hauteur de ce que cela demandait dans un monde globalisé où les responsabilités individuelles et collectives sont encore plus appelées, sont beaucoup plus interpellées. D'accord. Aziz Fall, merci beaucoup. Eh bien, on va vous donner 3 minutes face à notre caméra, face à nos internautes, le temps de dire vos souhaits, vos derniers mots, pourquoi pas pour les Sénégalais. Et je vous conseille également de lire ce livre également. Voilà. Écoutez, en tout cas, en ce mois béni du Ramadan, la première chose que je voudrais vous dire, c'est vous souhaiter un mois plein de bénédictions et que les prières que nous formulons soient reçues et exaucées par notre Seigneur. Je voudrais également vous dire que nous avons un pays extraordinaire, fait d'hommes et de femmes extraordinaires, la première desquelles est surtout ma grand-mère qui m'a élevé et qui a fait de moi ce que je suis. Autre chose, c'est que le Sénégal étant ce pays-là, nous avons nous tous, chacun en ce qui nous concerne, une certaine responsabilité. Ne négligez rien du tout. Ne négligez absolument rien, que ce soit un fait, que ce soit une parole, que ce soit une attitude, que ce soit un geste. Tout ce que vous faites a une répercussion directe ou indirecte sur l'état général de notre communauté. Et si on a conscience de cela, on serait en mesure de se dire oui, chacun de nous peut en réalité définir et modeler le monde que nous voulons faire. Et ce monde-là commence chez moi, ce monde commence au Sénégal. Et ce Sénégal-là, il est trop merveilleux pour le laisser périr. Je vous remercie. Le café Ramadan d'Aziz Fall, c'est fini pour aujourd'hui. Aziz Fall qui nous parlait un peu de son livre, Les promesses d'une devise. Merci d'avoir suivi Café Ramadan. Rendez-vous très bientôt avec un autre invité et bien sûr avec une autre émission. Bon doux à tous.